midi, c'est un peu tôt, il y a quand même des courageux qui sont venus. Alors, voilà, je vous présente le professeur Valentin Favier, qui travaille en ORL, un service d'ORL au CHU de Montpellier. On s'est rencontré avec Valentin dans le cadre de l'investissement du service ORL dans les troubles du sommeil, de par la volonté d'un chef de service de l'époque, le professeur Louis Crampette, qui disait que c'est pas normal que nous, chirurgie maxillofaciale ORL, on n'ait pas de réponse face aux troubles du sommeil. Donc avec Valentin, on s'est attelé à la tâche, on a fait des recherches dans les ESSI, les endoscopies sommeil induit, au bloc opératoire pour mesurer l'efficacité d'une orthèse et la mesure de l'indice thérapeutique, de l'avancée thérapeutique. Et donc, au fil du temps, à chaque fois que j'avais une question que je me posais sur le traitement du SAOS, par orthèse notamment, eh bien, je sollicitais le professeur Favier. Excuse-moi, parce que parfois je vais t'appeler Valentin. Donc, parce qu'il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Pour moi, l'échec thérapeutique en médecine est souvent sous-tendu par quelque chose qu'on n'a pas trouvé, mais qu'on peut essayer de chercher, même si on ne le trouve pas. Et donc, Valentin, professeur Favier, a cette même optique, et donc on s'est rapidement rencontrés là-dessus. On a monté une hospice de jour, enfin, bref, donc des liens cliniques et amicaux, je pense, assez solides. Et donc, par exemple, moi je me suis aperçu, et sûrement que vous aussi en tant que thérapeute du sommeil, qu'il y avait des échecs, notamment qui relevaient d'une problématique respiratoire qui est la respiration buccale. Sur une orthèse, le patient, on peut lui avancer la mâchoire, mais si il respire par la bouche, la langue est toujours plus basse et on va avoir des difficultés. Pareillement avec une PPC, si la langue est difficile à bouger dans le carrefour aéropharyngé, évidemment les pressions vont augmenter et le patient risque d'avoir plus de mal pour supporter son traitement. D'où l'idée, et je vais te passer la parole après, de créer une consultation, enfin bon, bref, d'arriver au sein du CHU à avoir quelqu'un qui puisse me dire pourquoi mon patient ne respire pas par le nez. Ça a l'air idiot hein, comme question, mais pour moi c'est fondamental. Et donc, le professeur Favier a repris cette notion et a pu nous informer et surtout nous donner des thérapeutiques lorsqu'on a un échec de respiration nasale. Je te passe la parole. Merci beaucoup Claude. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Favier, effectivement je suis ORL. Je voudrais juste commencer par un petit tour de table pour savoir de quel horizon vous êtes, quelle spécialité, que j'adapte mon discours en fonction éventuellement. Peut-être de cardio, super. Pneumo. ORL, ok. Pneumo. Vous me permettez donc de faire quelques petites généralités sur le nez pour qu'on se mette tous à niveau et puis après on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. Je vais probablement passer un petit peu vite sur les points physiopathologiques poussés pour pas trop vous ennuyer, les collègues qui ne sont pas ORL. Mais donc en gros, le challenge, comme tu as très bien dit Claude, c'est la respiration buccale. On sait que c'est un énorme problème, ou en tout cas l'ouverture buccale, parce que c'est pas toujours lié à une respiration buccale, mais l'ouverture buccale pendant le sommeil, chez les gens qui ont des trosses, c'est compliqué. Et donc il faut qu'on lutte contre cela, et c'est la place, je pense, de l'ORL que de trouver déjà la cause à cette ouverture buccale, et puis éventuellement des traitements. Parfois, c'est pas si simple que ça. Alors, moi, comme je dis à mes étudiants en général, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais les apnées, on a une boîte à langue, c'est la bouche avec un cadre osseux qui est fixe. Au-dessus, au-dessus de la boîte, on a le nez, et en dessous, on a quelque chose de mou qui est le pharynx, d'accord ? Et l'air, normalement, si on est fait de façon physiologique, il passe comme ça, du nez à la bouche, enfin, du nez à l'oropharynx et plus bas à la trachée. Et puis, il y a certaines personnes qui ne respirent que par la bouche, et pourtant, on nous a tous appris que l'obstacle des voies aériennes supérieures se situe entre le palais et le larynx. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au nez, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le site de l'apnée ? Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ben, je vais essayer pendant cet atelier, de vous parler du rôle du nez et en quoi ça peut impacter toutes ces choses-là. Les ronflements, l'occurrence des apnées, ça peut impacter les explorations qu'on fait dans le sommeil, le traitement bien sûr, et on
tout ça. Et si vous voulez un tout petit peu plus de détails sur l'aspect rhinite, que je vais moins évoquer aujourd'hui, il y aura une plénière demain, pour ceux qui auront encore un peu de patience avant le repas. C'est OK? N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, c'est très descendant et c'est peut-être moins sympa pour vous aussi. Si on reprend un peu la physiopathologie du SAOS, vous savez qu'on a 5 domaines qui vont rentrer en compte dans la physiopathologie. Il va y avoir l'augmentation des résistances pharyngées, la collapsibilité des voies aériennes, l'instabilité du contrôle ventilatoire, les facteurs anatomiques bien entendu, et puis le réflexe du génioglosse. Et tout ça va conduire ou non à un obstacle pharyngé et donc aux apnées du sommeil. Si on en revient à la respiration nasale et voir comment cette respiration nasale va impacter ou non ces 5 domaines, c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement. Donc nous, en tout cas moi j'essaie de réfléchir de cette façon-là avec 2 situations cliniques. Soit on a effectivement quelqu'un qui respire par la bouche la nuit, et donc c'est-à-dire qu'il y a 0 ventilation nasale, il faut trouver pourquoi il n'y a pas de ventilation nasale. Soit, je ne sais pas si c'est un problème de son. Ça saute souvent. Le son, il se coupe souvent. Après, sinon, vous pouvez peut-être me mettre le micro là. Comme ça? Ok. Donc voilà, pour moi, il y a 2 situations. Il y a la personne qui respire par la bouche et la personne qui respire par le nez, mais qui a une obstruction nasale, donc il respire mal par le nez. C'est, à mon sens, 2 situations cliniques différentes. Pourquoi? Parce que quand vous avez une mauvaise respiration nasale, vous allez augmenter les résistances inspiratoires jusqu'à un certain seuil. Et quand on a dépassé ce seuil de résistance, qui sont liés à des barorécepteurs dans la muqueuse nasale, eh bien on va passer à une respiration buccale. Et cette respiration buccale, on sait très bien qu'elle rétrécit les voies aériennes supérieures. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant la bouche, il y a un recul, comme tu l'as très bien dit, de la base de langue, et donc on rétrécit le calibre du pharynx rétro-basilingual. On sait que ça augmente les résistances respiratoires et donc la collapsibilité voyez. Donc, juste pour rappeler à nos bons souvenirs de lycée, la loi de Poiseuille, qui nous dit que finalement le delta de pression qui va nous intéresser pour la collapsibilité, elle est inversement proportionnelle à R4 et R puissance 4, c'est la taille du plus petit diamètre du tube. Donc le nez, c'est le plus petit diamètre du tube, et puis si vous avez une obstruction nasale, on comprend très bien que le delta de pression va augmenter énormément. Donc, quand on a une respiration buccale nocturne, on va augmenter les résistances des voies aériennes supérieures, on va les multiplier par 2,5, et ce mécanisme de passage de respiration nasale à une respiration buccale est lié au barorécepteur de la muqueuse nasale, où ces barorécepteurs vont avoir un seuil de résistance maximale qui va être dépassé, ça va accélérer l'inspiré, on va avoir donc un eucalyptus des muscles dilatateurs du pharynx, c'est la genèse des apnées. Si on s'intéresse un petit peu à ce qui a été fait au niveau de l'écoulement des fluides, donc ça c'est des modèles numériques qui viennent de l'aéronautique, en fait, les gens qui construisent des avions, ils créent des simulateurs numériques pour essayer d'étudier le passage d'air dans des turbines. Il y a des collègues intelligents qui se sont dit on peut faire ça en modélisant ce qui se passe dans le nez, c'est ce qu'on appelle le numérique des fluides. Et on s'aperçoit que si on modélise la ventilation nasale versus la ventilation buccale sur un modèle 3D fixe, eh bien, le flux d'air est moins turbulent quand on respire par le nez, et donc il y a moins de pression négative dans le pharynx, et donc il y a moins de risque de collapsibilité. Ça, c'est un test facile pour le coup. Quand on a des apnées du sommeil, on sait que la pression critique, elle devient positive, et donc, de base, les voies aériennes sont instables. Et donc, si en plus vous rajoutez une ouverture de bouche, eh bien, vous allez augmenter la collapsibilité. Donc, c'est vraiment un cercle sans fin. Pour que ce soit un peu plus parlant, je vous ai mis des images. Ici, c'est un patient qui est en respiration nasale, mais avec ouverture buccale. Donc, c'est issu d'une endoscopie sous sommeil induit. Je ne sais pas si vous êtes tout à fait familier, mais grosso modo, on va induire un sommeil pharmacologique en respiration spontanée
et examiner le patient sous équivalent d'anesthésie, mais avec un sommeil quasiment physiologique. Donc ça nous permet vraiment de voir où est l'obstacle et d'essayer de comprendre en faisant des manœuvres qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter les gens de façon personnalisée. Et donc, ce patient, là on a la caméra qui est en arrière du voile du palais. Le voile du palais, je ne sais pas si vous voyez ma souris, il est en bas de l'image. En haut, c'est la paroi pharyngée postérieure. Ici, c'est la langue. Et vous voyez, il y a quand même une variation de calibre important. Ben là, ce que je fais, c'est juste, je ferme la bouche du patient. Donc là, la bouche, elle est en position ouverte de repos pour le monsieur. Et là, je le ferme, je rouvre, je ferme, je rouvre. Vous voyez, la différence de calibre est énormissime. Donc, vraiment, la réflexion qu'il faut avoir, c'est j'ai une respiration, ou en tout cas une ouverture buccale. Est-ce que c'est le nez le problème? Est-ce qu'il y a autre chose? Là, pour ce patient, par exemple, c'est juste une incompétence osseuse des mâchoires. Et donc, on pourrait imaginer qu'une chirurgie juste du menton pour aider à refermer les mâchoires la nuit, ça pourrait suffire à régler une partie de l'obstacle. Donc l'obstruction initiale, c'est donc la photo là, c'est sa position de sommeil. Donc quand il ouvre la bouche, c'est fermé. Quand on lui ferme la bouche, ça ouvre le pharynx. Exactement. Là, c'est un petit peu plus subtil, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous ai mis cette vidéo. Là, c'est un patient qui ronfle, on va voir des vibrations. Donc là, on a la paroi pharyngée. Ah oui, c'est quelqu'un pixelisé sur le grand écran. Hop, là, vous avez l'épiglotte qui apparaît. Donc ça, c'est un patient qui est respiré par la bouche. Je suis désolé, ça va un peu moins bien sur mon ordinateur, mais un patient qui est respiré par la bouche, on voit que la caméra elle a un peu de mal à passer tout de même. Donc il y a un petit collapsus. Mais quand on lui force la fermeture buccale, et ben chez ce patient, ça aggrave les choses. Vous voyez, ça induit un ronflement. Ce qui vibre, c'est le voile du palais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez ce patient, si on le force à respirer par le nez, déjà il ne fait pas d'apnée, mais il rétrécit son calibre des voies respiratoires. Ça veut dire qu'on prouve que c'est l'obstruction nasale le problème. Avec l'endoscopie sous sommeil induit. Je lui ferme la bouche, il arrive à respirer par le nez, mais ça induit un obstacle. Ben, peut-être que si je m'occupe de son nez, il y aura moins de collapsibilité et moins d'obstacles dans le futur. C'est un peu ce genre de réflexion qu'on essaie d'avoir avec les examens qu'on a en revue. Maintenant, pour avoir des données un petit peu chiffrées, si on ouvre la bouche la nuit, des gens qui se sont intéressés à une super étude en endoscopie sous sommeil induit, ça montre que quand on ferme la bouche de façon forcée, comme ce que je vous ai montré sur mes vidéos, eh bien, on va augmenter le flux respiratoire total de 28%. Mais le problème, c'est que ça dépend des patients. Ça, c'est les chiffres moyens. Il y a des gens chez qui ça va aggraver, des gens chez qui ça va rien faire, et des gens chez qui ça va améliorer. Sur le chiffre moyen, on augmente le volume respiratoire. Et en fait, les gens qui respirent déjà par le nez entièrement, qu'on leur ferme la bouche ou pas, ça ne change rien. Les gens qui ont une grande ouverture buccale, vraiment une béance importante, ça, en général, marche à très bonne vue. Pourquoi? Parce que l'hypothèse, c'est que c'est un obstacle du voile du palais, je vais vous montrer. Mais quand l'ouverture buccale est modérée, comme le patient que je vous ai montré, c'était plutôt efficace. Et en fait, voilà un petit peu leur hypothèse. Donc, en haut à gauche, sur l'image, je ne sais pas vous faire ça. C'est un patient qui a une respiration mixte, buccale et nasale. Là, c'est un patient qui a une respiration nasale pure. Là, c'est également une respiration mixte. Et là, c'est modélisé quand on a un obstacle du voile du palais. En fait, si vous avez un obstacle du voile du palais, le voile du palais va se fermer complètement contre la paroi pharyngée postérieure. Donc, on va isoler les fosses nasales du pharynx. Et donc, forcément, dans ce cas-là, on est obligé d'ouvrir la bouche parce qu'on n'arrive pas à respirer par le nez. C'est différent de la situation où c'est la langue qui recule. Et ce qu'ils expliquent dans cette étude, c'est que quand on ouvre la bouche, si le problème c'est le voile du palais, fermer la bouche ne changera rien. Si le problème c'est la langue, fermer la bouche, ça va être le traitement. Voilà, donc en ORL, on a l'expertise de l'examen clinique, des obstacles, on a l'expertise de ce qui se passe dans le sommeil, et en fait, on essaie, avec l'histoire du patient, ce qui se passe, la tolérance des traitements, l'intolérance en l'occurrence, voir si on arrive à aider de façon multidisciplinaire la prise en charge de ces patients. Oui, non, mais c'est très important.
Quand on ferme la bouche et que l'obstacle est dû à la langue. Quand on ferme la bouche et que l'obstacle est dû à la langue, ça l'améliore. C'est-à-dire que ça libère l'obstacle. Quand on ferme la bouche et que l'obstacle est lié au voile du palais, ça ne libère pas l'obstacle. Et c'est logique parce qu'en fait, votre voile du palais. La question, parce que ça enregistre, on est obligé de. Bien sûr. Donc, quand on ferme la bouche et que l'obstacle est la langue basse, quand on ferme la bouche, on améliore la ventilation. Exactement. D'accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut juste se rappeler que la langue elle est attachée sur la mandibule. Et donc, en remettant en position, en congruence dentaire, la mandibule, en fait, on va aller faire la rotation antérieure de la langue, c'est-à-dire l'avancer un petit peu et la décoller de la paroi pharyngéto-sternale. Donc, en fait, on va libérer l'espace à condition que les gens respirent par le nez. Si c'est le voile du palais, on est au-dessus. Le voile du palais, il répond vraiment pas systématiquement à l'avancée mandibulaire. Dans certains cas, oui, mais c'est vraiment pas systématique. Et donc, en général, ça ne libère pas l'obstacle. Juste de fermer la bouche, on a besoin d'avancer aussi, mais juste pour la manœuvre de fermeture buccale, c'est pas suffisant. En tout cas, c'est ce que montraient les collègues américains dans cette étude. Oui. Pardon. Et du coup, quand c'est un problème de voile du palais, à part l'endoscopie sous sommeil induit, il y a une autre façon de le diagnostiquer. C'est rare les patients qui font l'endoscopie sous sommeil induit, c'est plutôt des patients qui sont en échec. Ça dépend quand est-ce qu'ils arrivent à l'ORL, j'ai envie de dire, dans leur parcours de soins. Non, en fait, on arrive à voir s'ils sont plus ou moins volumineux ou non, les voiles du palais. Mais néanmoins, il n'y a a priori que pour les grosses amygdales de SAP4, donc jointives, où on peut se dire on n'a pas besoin d'endoscopie de sommeil parce qu'on sait que ça va être ça l'obstacle. Tous les autres sites et les autres intensités de collatus, on n'a pas d'examen éveillé qui soit vraiment prédictif de l'obstacle. Donc, l'obstacle du voile du palais, c'est essentiellement les amygdales. Il n'y a pas d'autre. Est-ce qu'une hypotonie du voile du palais, ça peut créer un obstacle aussi ? Oui, non, bien sûr. Non, c'est indépendant. Nous, dans l'endoscopie sous sommeil induit, on analyse principalement 4 obstacles. Le voile du palais, les amygdales qui sont enchâssées dans le voile du palais, mais qui sont un obstacle distinct, la base de langue et l'épiglotte. D'accord ? Donc, vraiment, on peut avoir des amygdales jointives sans obstacle du voile du palais. Et on peut avoir un voile du palais isolé parce qu'il est complètement hypotonique et hypertrophique. Oui, il y a plusieurs. Okay. Merci. On peut changer ce micro. Je m'excuse de tutoyer, mais Claude m'a tellement parlé. Non, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, du coup, vu qu'il y a 4 causes d'obstruction en fait, du voile du palais, il y a une cause un traitement ORL spécifique à chaque cause. Donc, oui, il y a exactement. Oui. En fait, l'endoscopie sous sommeil induit, alors juste avant la plénière que je vais faire à 12h30 demain, il y a un topo sur l'endoscopie sous sommeil induit qui, à mon avis, va tout reprendre, mais avec cet examen, on arrive à être prédictif de l'efficacité de l'orthèse d'avancée mandibulaire, on arrive à être prédictif ou non de l'efficacité de certaines chirurgies, c'est-à-dire qu'on a des critères où ça nous dit celui-là, l'opérer, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est des critères d'analyse qui sont publiés, qui nous sont propres, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais on arrive à peu près, c'est pour ça qu'on fait, c'est pour avoir une médecine personnalisée et éviter. Typiquement, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est quand il y a un affaissement, ce qu'on appelle circonférentiel, c'est-à-dire que c'est toutes les parois qui vont se collaber en même temps, ça fait plus origine neurologique de tonus, et ça, la chirurgie, elle ne marchera pas. Donc, pour en revenir un petit peu à la thématique de pluridisciplinarité, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés avec Claude, vous savez que toutes ces notions qu'on a vues, il y a des professionnels plus ou moins spécialistes de ces notions-là, et donc l'ORL, il peut aider, à mon avis, pour la collapsibilité, et également pour améliorer le réflexe de Gineglos par le stimulateur du 12, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et vous savez que la multidisciplinarité, c'est essentiel, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une étude bien publiée. Donc, rapidement, un petit retour d'expérience sur comment on s'est organisé nous à Montpellier, puis après on va reparler du nez, mais c'est important parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment monté en gamme pour nos patients depuis qu'on travaille ensemble. Enfin, on se pose des questions de plus en plus complexes, on y répond pas toujours, mais on a l'impression vraiment
d'être de plus en plus personnalisé et d'essayer de faire au mieux pour nos patients. Donc comment ça se passe actuellement? Le patient est adressé à l'ORL quand il y a un souci. Alors nous, on envoie en première intention des patients, quand ils ont des SAOS modérés, on peut faire le traitement de remblai de première intention et faire des explorations. Souvent, parce moi j'arrive maintenant à réfléchir qu'avec ça, souvent je fais endoscopie sous sommeil induit. Vu que c'est des examens qui sont filmés, en fait, on va les relire ensemble de façon pluridisciplinaire en réunion, pour dire, voilà l'histoire clinique du patient, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que je pense moi de mon analyse, mais je vais la confronter aux autres parce que ça reste des choses subjectives quand même. Et puis, dans certains cas, on a des solutions très simples et qui ont l'air unanimes. Et puis, des fois, on se dit, il y a peut-être plusieurs choses à faire aux patients, et donc on leur propose de venir à une consultation commune où ils voient les ORL, les CMF, les dentistes, et ils ont un bilan radiologique, et en plus, on peut débriefer tout ça avec les patients. Donc, en pratique, c'est un peu d'organisation, ça demande une demi-journée par mois. On va faire l'ensemble de ces examens, et à la fin, on voit tous ensemble le patient. Donc, on a fait une consultation séparée pour lui remettre notre projet de plan. C'est de l'organisation, mais vraiment on avance beaucoup plus vite pour un patient donné parce que ça évite de faire des rendez-vous répétés, et puis en général ils sont très satisfaits. Donc en ORL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer l'obstacle, recueillir ce qui a déjà été essayé, les raisons d'échec ou d'intolérance des traitements, on va essayer de les comprendre. Comme on a anticipé tout à l'heure, le seul cas où on n'a pas besoin d'endoscopie de sommeil, c'est qu'on a des grosses amygdales complètement gentille. Là, on se dit que l'obstacle est quasiment certain d'être ici et de façon isolée. Mais dans tous les autres cas, on va faire une endoscopie sous sommeil induit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endoscopie sous sommeil induit, pour l'instant, c'est quelque chose qui se fait au bloc opératoire. Pourquoi? Parce qu'on met des produits d'anesthésie générale dans les veines, c'est des propofol. Il y a un monitoring nécessaire, et par conséquent, il faut qu'ils voient les anesthésistes, c'est que ce soit fait dans un milieu surveillé. Voilà un peu comment on s'est organisé, et on a développé cette petite astuce avec Claude. L'idée, c'est que si on veut mesurer de façon précise, en tout cas prédire l'efficacité d'une orthèse d'avancement moléculaire, vous savez très bien que pendant le sommeil, mais encore plus dans le sommeil pharmacologique, en fait, on va un relâchement du tonus musculaire, et si on fait juste avancer la mâchoire pendant l'examen, on ne peut pas être sûr qu'on avance au-delà de la capacité physiologique du patient à recevoir cette avancée mandibulaire. Donc, avec la très bonne intuition de Claude, on s'est dit on va mesurer juste avant de l'endormir la façon dont il avance la mâchoire. Ça nous permet avec un instrument qui mesure au millimètre près la capacité d'avancée physiologique du patient. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant l'examen, on va reproduire cette mesure à 70% de la valeur maximale qu'on avait mesurée avant, pour prédire l'efficacité de l'orthèse, parce que quand nos collègues font moi j'en ai pas l'expérience, mais quand nos collègues font des orthèses, en général, leur cible initiale, c'est de se mettre à 70% de l'avancée maximale à l'état éveillé du patient, pour des raisons surtout de tolérance au niveau des articulations temporomandibulaires. Donc voilà un petit peu comment on fait, on met en touche cet appareil, et vous voyez, ça nous permet, il y a une petite réglette qui nous permet de mesurer un petit peu ce qui se passe, et là j'ai introduit le fibroscope au niveau du nez. Là vous voyez, ça passe plutôt bien, il n'y a pas d'obstacle nasal, on est dans le cavum. On va becquer vers le bas, et on va attendre un petit peu ce qui se passe, parce que dès qu'on met le fibroscope, ça va réveiller un peu le patient, donc il faut attendre qu'il se rendorme, c'est normal. Et on va regarder à chacun des obstacles ce qui se passe. Donc là, vous avez par exemple le voile du palais qui se fermait contre la pharyngée postérieure, et quand on avance la mâchoire de façon calibrée, ça levait complètement l'obstacle. Et on va analyser les différents obstacles avec la classification vote pour le voile du palais, l'oropharynx, la base de langue et l'épiglotte. Et cette classification, on va déterminer l'intensité du collapsus, est-ce qu'il y a plus de 50% de la lumière ou non qui se ferme, et le sens du collapsus. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va essayer de réfléchir. Là, vous avez un voile du palais qui se ferme complètement contre la pharyngée postérieure, donc ça peut être un cas de chirurgie par exemple, ou d'orthèse avancée mandibulaire, si ça se libère à l'avancée mandibulaire. Ici, c'est le fameux collapsus concentrique dont on parlait, ceux-là, il ne faut pas les opérer. Là, c'est des grosses amygdales qui peuvent être un peu plus révélées pendant le sommeil, parce que ce qu'on voit en bouche éveillée, c'est un peu différent pendant le sommeil. Donc là, c'est des grosses amygdales qui se touchent, ce qu'on appelle les kissing amygdales. Et ici, vous avez la base de langue qui va complètement se fermer sur la paroi pharyngée postérieure. En général, c'est une très bonne indication d'orthèse, voire de stimulation du 12.
Et plus rare, c'est l'obstacle épiglotique, vous voyez, qui peut-être qui a complètement scolavé sur la paroi pharyngée postérieure aussi. Et ça, c'est assez intéressant d'y penser quand vous avez des gens qui ont de l'aérophagie sous PPC. C'est souvent la cause. En fait, l'attelle pneumatique de la PPC va aller luxer l'épiglotte sur le larynx, et donc vous allez avoir de l'air qui va rentrer dans l'œsophage, vous allez augmenter les pressions. Et souvent, c'est à cause d'un obstacle épiglotique qui est extrêmement facile à régler chirurgicalement. Donc on a fait cette endoscopie, on va relire les images en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est une réunion qui est faite dans notre hôpital de Técou et qui est vraiment ouverte à tous les spécialistes. On a de temps en temps des endocrinologues qui viennent, on a des pneumologues et tous les somnologues qui s'intéressent à ça. Je vous présente un cas de patient, un patient de 42 ans qui souhaite une alternative à la PPC parce qu'il est beaucoup, il est commercial. Sa symptomatologie, c'est des ronflements, des céphalées matinales, une sensation d'étouffement nocturne. Il n'a pas une maladie très sévère, plutôt sur le versant hypopnée à 26 par heure. Et la PPC marche, donc déjà ça fatigue ses céphalées. Vu que la PPC marche, on sait qu'on peut les mettre en relation avec ce chiffre d'apnée. Et donc ça, à droite, vous aviez l'endoscopie qui montre qu'à l'avancée mandibulaire, ça va lever complètement l'obstacle vélaire. Donc ça veut dire que ce patient-là, on peut lui proposer deux choses. A priori, on peut lui proposer, juste sur la base de l'endoscopie, on verra après, mais soit une orthèse avancée mandibulaire, parce que ça a l'air de lever l'obstacle, soit une chirurgie pour antérioriser le voile du palais. Deux choses possibles. On fait quand même le bilan radiologique, on vérifie que l'état dentaire est bon, il y a également une évaluation des muscles mandibulaires. Et suite à tout ça, on remet les propositions aux patients, l'orthèse est clairement possible, et la chirurgie vélaire également, mais on la fait souvent en deuxième voire troisième intention. Pourquoi? Parce que les chirurgies vélaires, ça marche bien, les taux de succès, c'est environ 75% des cas. Donc, nous, les taux de succès en chirurgie, c'est on diminue de 50% à l'index, l'apnée hypopnée, on passe inférieur à 20. Si on prend ce critère-là, c'est environ 75% des cas. Par contre, c'est extrêmement douloureux pendant 3 semaines. Et donc, techniquement, pas difficile à faire, mais pour le patient, c'est techniquement difficile. Donc, moi, je le fais vraiment en dernier recours, ce genre de chirurgie. Et puis, en fait, on se dit, mais le nez, on l'a vu en endoscopie, on va quand même le réexaminer. Parce que ce monsieur, il dit, ouais, je respire pas bien par le nez. Là, vous voyez, vous rentrez à l'entrée du nez, et hop, il y a un collapsus. Là, il est éveillé, le patient. C'est la narine qui va complètement se coller contre le septum nasal. Ben ça, c'est lié à une insuffisance cartilagineuse des ailes du nez, ce qu'on appelle une vague nasale, externe et interne dans ce cas-là. Vous voyez, ça se ferme complètement, c'est discret. C'est plus discret du côté gauche que du côté droit. Le droit, c'est extrêmement franc. Il n'y a pas besoin de caméra pour le voir. Mais du côté gauche, si on regardait juste la narine à l'extérieur, on pouvait se faire avoir. Et ça, c'est un collapsus complet à l'inspiration. Et donc, le traitement de première intention le plus simple, c'est de mettre des écarteurs narinaires en plus. Donc, ce monsieur, on l'a traité par orthèse avancée mandibulaire et écarteurs narinaires pour qu'il puisse respirer par le nez la nuit. Et ça, c'est très bien. Après, on peut faire des rhinoplasties, on peut faire plein de choses pour ce genre d'obstacle, mais il faut quand même, à mon avis, rester sur des choses peu invasives en première intention. Un deuxième cas qu'on pourrait discuter en RCP, donc on a discuté en RCP, personne de 42 ans. C'est la conclusion, pardon. Donc la conclusion, c'était l'orthèse plus de la rééducation myofonctionnelle parce qu'il y avait une ventilation mixte, et les écarteurs narinaires, ce que je vous ai dit. Un deuxième patient, 31 ans, qui également souhaite une alternative à la PPC, parce que lui, ils ont l'impression d'étouffer sous PPC. Donc, est-ce qu'il y a la claustrophobie? Est-ce qu'il y a un obstacle anatomique qui explique ça? On va voir. Le mode de découverte, c'était asthénie et céphalée matinale. Pas toujours très spécifique quand même. Il a un index à 30 par heure, peu désaturant, et un très léger surpoids. Et quand on l'examine en endoscopie sous-sommeillère de vie, on voit deux choses. On voit, je vais vous mettre la vidéo au début, on voit les amygdales qui vont se rapprocher latéralement,
Et en plus, le voile du palais qui va placer les amygdales latéralement, et le voile du palais qui va être entraîné par les amygdales latéralement aussi. D'accord ? Et donc, ça, c'est des super indications théoriques de chirurgie amygdalienne amygdalaire. Mais quand on lui avance la mâchoire, ça induit un petit peu de ronflement, mais il y a clairement un plus grand calibre. Donc, discussion avec le patient, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut plutôt une orthèse clairement illégale droit ou une chirurgie? Pour essayer d'avancer dans cette discussion, on fait également le bilan radiologique, pas de contre-indication à l'orthèse, pas de profil favorable à une chirurgie orthodontique, parce que bien entendu, on peut indiquer sans problème des chirurgies orthodontiques dans certains cas. Et nous, ce qu'on s'est dit après tout ça, c'est que l'orthèse a l'air marché, c'est peu invasif, alors on va lui proposer l'orthèse. Et le patient, il voulait vraiment une solution radicale. Lui, donc, on a bien pesé le pour et le contre, on a expliqué que c'était compliqué comme chirurgie dans les suites en tout cas. Il y avait une notion de sensation de nez bouché lorsqu'il s'allongeait. Je ne sais pas si les patients me disent ça de temps en temps. Mais vous savez à quoi c'est dû ou pas? C'est toujours la même chose, c'est plus simple à diagnostiquer à l'interrogatoire. Le débouché quand on s'allonge, c'est lié à une congestion veineuse des cornets inférieurs. Et donc il suffit de faire une petite turbinoplastie, c'est-à-dire aller brûler les veines dans les cornets inférieurs pour arrêter ce symptôme. Donc si c'est une cause d'échec ou d'intolérance au traitement, c'est le BABA pour l'ORL, on peut l'envoyer à n'importe qui. D'accord? Donc ce monsieur, on suspectait ça, on lui a fait une turbinoplastie dans le même temps. Donc là, c'était quelques petits exemples, mais grosso modo, si on veut essayer d'avoir les idées claires, devant une respiration buccale, c'est déterminé à cause des quatre causes principales qu'on va avoir: l'obstruction nasale, les anomalies du développement facial, les anomalies du positionnement lingual et le relâchement du tonus musculaire. Oui. Voile palmé, oui, des descriptions anatomiques. Le voile du palier, on décrit les piliers antérieurs, piliers postérieurs, ça vous dit, ouais. Entre le pilier antérieur et le pilier postérieur, il y a l'amygdale. Et normalement, votre pilier postérieur, sa partie supérieure, on ne la voit pas. Ça va à la partie postérieure du voile. Et en fait, quand ils sont palmés, c'est que le pilier postérieur va rejoindre la luette. Et ça fait, on a l'impression vraiment qu'il est drapé, qu'il est très étendu, le voile du palais. Les choses qu'on va décrire, c'est aussi si on le voit hypotonique avec une très grosse luette qui pendouille, c'est des petites choses comme ça qui vont nous orienter à l'examen éveillé. Mais une valeur diagnostique mauvaise. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu pour l'instant? Là, on va, désolé, faire un tout petit peu de physiopathologie parce que c'est intéressant quand même. Bon, quand même, le patient qui aspire par la bouche, qu'on se dit, c'est souvent un nez bouché. D'accord? A priori. Donc, l'interrogatoire de l'obstruction nasale, on va demander depuis combien de temps, s'il y a une latéralité, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Si c'est à bascule, c'est tantôt à droite, tantôt à gauche. Ça, c'est les cornets inférieurs également. On va voir pourquoi. S'il y a des facteurs déclenchants, s'il y a une histoire allergique, parce que le diagnostic différentiel de l'obstruction nasale de décubitus, c'est la rhinite allergique aux acariens. On appelle l'acariens dans la vitrie, et on va faire de l'œdème. Moi, quasiment systématiquement, maintenant, je demande la prise de cocaïne, parce que je fais du sommeil, je fais de la rhinologie, donc toutes les pathologies nasociliaires, chirurgie de la base du crâne. Mais franchement, en tant que spécialiste en rhinologie, je trouve que ça expose l'incidence des problèmes liés à la cocaïne. Donc, moi, je suis vraiment rentré quasiment dans l'interrogatoire systématique. Ensuite, souvent, les patients ils vous disent j'ai tout essayé. Alors, bon, il faut déconstruire un petit peu ça. Est-ce qu'il a pris un spray d'eau de mer, un spray d'huile essentielle, des médicaments, lesquels, etc. Donc, ça, et combien de temps aussi, parce que pour des rhinites allergiques, c'est plusieurs mois de traitement pour avoir une efficacité, par exemple. Et bien entendu, les antécédents chirurgicaux au niveau de la pyramide nasale des sinus. Les symptômes associés en rhinologie, c'est toujours les mêmes. L'acronyme PAREO, P, prurite, A, anosmie, R, rhinorrhée, E, éternuement, O, obstruction nasale. Donc, dès qu'on a un problème de nez, on évalue tout ça sur une échelle EVA 0 à 10, combien vous êtes gêné, par exemple, ça marche très bien. Et bien entendu, on va s'intéresser au sommeil, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et quand quand le patient il nous dit j'ai le nez bouché, les étiologies qu'on a en tête, ça va être, si c'est toujours la même narine, souvent c'est le septum nasal qui est dédié d'un côté.
Ça peut être des polypes. Bon, ça c'est une polypose nasogénienne, c'est des maladies qui sont fréquentes, 3-4% de la population générale quand même, donc il faut toujours y penser. Mais c'est souvent des obstructions bilatérales plutôt symétriques. Ça peut être les cornes inférieures, on en a parlé, on va en reparler. Et puis chez certains, surtout les jeunes adultes, ça peut être les végétations persistantes, normalement les végétations adénoïdiennes qui sont situées dans le cavum, donc au fond du nez. Elles disparaissent à l'âge adulte, mais si on est très allergique, si on a du reflux pharyngo-laryngé, et puis dans certains cas, spontanément, ça ne disparaît pas, ça peut être un obstacle, mais il faut qu'elle soit très volumineuse pour qu'elle remplisse tout le cavum et bouche le nez. C'est quand même pas le plus fréquent. Mais chez le jeune adulte, il faut toujours y penser. Et puis, on va essayer également de voir ce qui se passe au niveau dynamique, c'est-à-dire que le problème, c'est que les patients, on va les examiner sur toutes les cultures, et puis souvent, ils retiennent leur respiration et quand on les examine. Et donc, il faut penser toujours à l'endroit le plus étroit de la fosse nasale, qui est la valve nasale, ce que je vous ai montré tout à l'heure. S'il y a un petit collapsus dynamique à l'inspiration à cet endroit-là, et c'est extrêmement gênant pour les patients, mais ça, il faut avoir un petit peu de l'habitude de regarder de façon systématique. Et puis, des gens vont me dire, j'arrive pas à respirer, mais c'est quand je souffle par le nez, j'arrive pas à souffler par le nez. Moi, longtemps, je me suis dit, bon, les gens sont un peu fous. Non, je pense pas qu'ils soient fous. Par contre, c'est souvent que les gens, ils ont un voile du palais hypotonique, et en expirant, en fait, le voile du palais va venir se coller contre la parapharyngée postérieure, donc on va arriver à expirer. Alors, je sais pas si c'est juste anatomique ou c'est un problème de coordination aussi. Je pense que les kinés pourraient être très utiles là-dedans. Mais voilà, ça c'est un signe aussi qui peut nous orienter vers un obstacle. C'est anecdotique. Donc le patient qui vous dit, quand je m'allonge, j'ai le nez qui se bouche, ou le matin j'ai la bouche sèche au réveil, ou quand je me réveille la nuit j'ai les bouchées. En numéro 1, statistiquement c'est les cornes inférieures qui posent problème. Il peut y avoir des valves nasales dynamiques. Mais grosso modo, c'est quasiment toujours le corne inférieure. Le problème, et ça, j'aime toujours montrer cette étude, et on va rentrer un tout petit peu dans la complexité, c'est que ce que nous dit le patient, ce que nous dit nous, et ce qu'on comprend entre les deux, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la patient qui veut vous dire j'ai le nez bouché, des fois, ça ne veut pas dire en termes médicaux j'ai le nez bouché, et nous, on va comprendre j'ai le nez bouché, en fait, c'est pas ça. Et inversement, quelqu'un qui veut dire j'ai plein de sécrétions, des fois, ça veut dire j'ai le nez bouché. En fait, on est très mauvais à l'interrogatoire pour essayer de se comprendre entre les patients et les médecins. Ça, c'est un peu perturbant, mais il faut le savoir. Et il y a des très belles études qui montrent ça. Donc, sur la définition de la congestion nasale, par exemple, il y a des patients qui vont vous dire j'ai de la pression au niveau de la face. Ouais. Donc, il faut interroger les patients, ça reste la base, il faut les examiner, il faut faire la corrélation entre l'interrogatoire et l'examen, et puis émettre des hypothèses, et puis des fois dire peut-être que c'est pas une obstruction nasale, c'est quelque chose qui est ressenti mais qui n'est pas objectivé, et puis des fois, peut-être que c'est pas ressenti, mais il a une vraie obstruction nasale qu'il faut qu'on prenne en charge, et c'est toute la complexité de notre évaluation. Et donc l'évaluation, elle se fait de la pointe du nez jusqu'au cavum. Donc on va étudier la forme de la pyramide nasale. Bien entendu, si on a des grosses déviations osseuses et cartilagineuses à l'entrée du nez, en fait, vous pouvez être sûr que le septum va être emmené en même temps à l'intérieur du nez et va créer un obstacle. Hop. On va regarder à l'entrée du nez, parce que l'entrée du nez, c'est encore une fois un des endroits les plus étroits, et c'est pas forcément la zone qui est la plus simple à examiner, il faut vraiment avec les patients la tête en arrière. Cette zone-là qu'on appelle la columelle, qui est entre les deux narines, elle peut être déviée, et ça peut être responsable d'un obstacle. Et la columelle, ça peut être soit le septum nasal, soit ça peut être vraiment les cartilages à l'air de la pyramide nasale qui font une protrusion d'un côté ou de l'autre. C'est des choses qui peuvent être assez simples et peu morbides à prendre en charge, mais encore faut-il le repérer. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on a des formes de nez différentes qui sont plus ou moins susceptibles à faire des obstacles. Donc, par exemple, le nez A, il va être bien armé, les cartilages sont bien armés, ça ne va pas se collaber. Par contre, un nez fin et étroit, comme le B, là, on sent que l'aile du nez est très longue et pour un blanc un peu molle, elle aura peut-être plus tendance à avoir un petit mouvement à l'inspiration. Voilà, c'est juste des petites choses qui nous mettent. Qui sont à garder en tête. Ça, vous savez ce que c'est ou pas? Si vous voyez ça en consultation, il y a 2 diagnostics possibles.
Donc ça, c'est quelqu'un qui a perdu tous les cartilages du nez. C'est une fonte cartilagineuse. Soit c'est une maladie légère, c'est très rare, soit c'est la cocaïne. D'accord? Bon, ceux-là, il ne faut pas les opérer, hein, parce que déjà, il faut qu'ils se sèvent. Les chirurgies très compliquées, ils ne sont jamais sauvés. Enfin, dans mon expérience, on n'est jamais arrivé à opérer quelqu'un seul. Puis des fois, on a des bizarreries. Voilà, monsieur qui a une columelle extrêmement épaissie des deux côtés, c'est un peu inflammatoire, c'est un peu rouge. Et il dit, lui, ce qui gêne, c'est de ne pas bien respirer par le nez, et des petites croûtes, des choses comme ça. Bon, c'est vraiment des histoires de chasse, hein, mais ça, c'est une leishmaniose nasale. Voilà. Bon, donc des fois, juste sur le nez bouché, on a des diagnostics rares. Ça, c'est une femme enceinte qui saigne du nez. Ça, des tumeurs vascularisées, bénignes, qu'on appelait avant des botryomycomes, et qui sont sous influence hormonale et qui souvent disparaissent à la fin. Donc, il faut regarder le nez, il faut regarder les obstacles, il faut regarder s'il n'y a pas des nouvelles choses dedans, des tumeurs, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, pour la valve nasale, c'est-à-dire l'endroit entre le septum nasal et la narine, finalement, c'est encore une fois l'endroit le plus étroit de la fosse nasale, donc il faut vraiment s'attarder à cet endroit-là pour voir ce qui se passe. Et donc, entre le septum et la narine, il y a le septum. Donc, si le septum nasal est très dévié, très en avant, c'est la conformation anatomique la plus gênante pour les patients, donc ça peut être une indication de septoplastie. Et puis, dans cette valve nasale, on a aussi le début du cornet inférieur, la tête du cornet inférieur. Et donc, il peut vraiment y avoir sur un obstacle très antérieur, soit un problème de septum, soit un problème de cartilage des ailes narinaires, soit un problème de cornet inférieur. Et donc, c'est à nous d'essayer de trouver un petit peu la part des choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce point-là, c'est 50% de la résistance nasale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir un peu ce qui se passe? Vous allez sûrement avoir des gens qui disent, pour respirer, j'ai besoin de faire comme ça. Voilà. Ben ça, c'est un problème de valve. Ça ne dit pas quel est le problème, ça veut dire juste dire qu'en faisant ça, je vais élargir ma valve nasale. Souvent, c'est lié à vraiment des problèmes de déviation septale quand même. Et pour le côté dynamique, voilà un peu ce qui se passe. Par exemple, qui respire comme ça, vous imaginez bien qu'il est gêné à l'inspiration et pendant le sommeil également. Okay. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours aussi franc. Je vais vous montrer tout à l'heure un cas un peu plus discret. Donc, pour savoir s'il y a un problème de valve dynamique, en fait, on va mettre un petit instrument à l'entrée du nez, on va à l'intérieur du nez. On va le mettre en soutien du cartilage qui est ici, qu'on appelle le cartilage triangulaire. Hop, hop. Là. Donc, à l'intérieur du nez, juste on va soutenir en position de repos, parce que c'est cet endroit-là qui va se collaber à l'inspiration quand on a une valve nasale dynamique. Et si le fait de juste soutenir à la respiration ce cartilage par un instrument placé dans le nez, ça améliore la sensation de respiration du patient, c'est le diagnostic d'une valve nasale dynamique. Et on va un petit peu plus loin qu'il y a des polypes et des cornets. Et puis il y a des choses où on est très très mauvais à l'évaluation, c'est les petits orifices piriformes. L'orifice piriforme, c'est le trou nez osseux du crâne. D'accord? Quand vous voyez un crâne, le trou du nez osseux, c'est l'orifice piriforme. Ça, si ce trou de nez il est étroit, ça va conditionner tout le passage d'air qui va se passer derrière. Chez l'enfant, c'est très bien connu, hein, on a des sténoses de l'orifice piriforme qui font que les enfants ils vont avoir des détresses respiratoires, c'est des nouveau-nés. Donc ça, c'est facile à pas à prendre en charge, mais à diagnostiquer. Par contre, chez l'adulte, on n'a aucune norme. Et on voit des fois, nous, on a du mal à passer le fibroscope à l'entrée. Derrière, il y a un couloir. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Des coupes coronales successives. On ne peut pas y arriver avec ces flèches. Là, vous voyez en coupe coronale, il y a très peu d'air. On a même un collapsus des narines sur le septum nasal. On arrive à le voir. Ici, c'est tout étroit, il y a très peu d'air. Ici, c'est l'orifice piriforme. Vous voyez, c'est le début de l'os, très, très étroit. Et dès qu'on passe derrière, il y a de façon très importante des fosses nasales très larges et les cornets qui ne sont pas du tout obstructifs. Et le problème, c'est que ça, on n'a aucun moyen de dire chez lui, c'est plus petit que la norme, etc. C'est plus de la susceptibilité de l'évaluateur et on n'est pas très bon pour traiter ces obstacles-là. Et puis, il y a des choses qui sont connues dans la littérature anglo-saxonne et complètement ignorées dans la littérature francophone, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Qui a raison, on ne sait pas, mais il y aurait un cornet septal, c'est-à-dire sur la partie antérieure du septum nasal, il y aurait aussi des phénomènes de congestion, décongestion. Il y a des gens qui vont traiter cet endroit-là, mais nous, on n'en a vraiment aucune expérience. Et puis, pareil, comment diagnostiquer ça, c'est très compliqué.
pourquoi est-ce que le septum luné peut se dévier? Il faut imaginer que soit on a eu un traumatisme, ça c'est facile à comprendre comme mécanisme, soit on a un conflit de croissance entre ces structures. Et donc il y a 3 structures dans le septum nasal. Il y a le cartilage quadrangulaire, il y a la lame perpendiculaire de l'éthmoïde qui est osseuse, et il y a le vomer qui est osseux. Il faut imaginer que quand on est embryon, eh bien, ces 3 zones anatomiques vont naître à des endroits différents et vont croître vers les autres, les unes vers les autres, ce qui fait qu'on va avoir des conflits de croissance. C'est comme les plaques tectoniques. Il y en a une qui est plus grande que la place qui est nécessaire, ça va faire un éperon, ça va soulever tout ça et faire la déformation de la cloison nasale. C'est pour ça que c'est très fréquent en fait. Et dans des rares cas, on peut avoir des sténoses en arrière des couronnes de la bulle, mais franchement c'est rarissime. C'est rarissime, sauf que moi personnellement j'en vois de plus en plus sur la cocaïne. Les gens qui vont se refermer complètement le cavum par des signes à cause de la cocaïne, c'est la catastrophe à prendre en charge. Donc voilà ce que votre ORL va évaluer quand on a les problèmes de okay. Le problème, et là je vais passer un peu plus vite parce que ça on va vraiment dans la physiopathe un peu poussée, c'est que des fois, le patient se dit j'ai le nez bouché et nous, on n'a aucun obstacle. Et bien en fait, il faut se rappeler que la sensation de bonne respiration, elle est médiée par le nerf, comme d'habitude, le nerf trigéminal, d'accord? Et ce nerf trigéminal, il va prendre des informations de certains thermorécepteurs qu'on appelle le TRPM8, qui servent à prendre la température et qui sont également sensibles au menthol et à l'eucalyptus. C'est pour ça que quand vous prenez un chewing-gum au menthol, vous avez l'option de mieux respirer par le nez. C'est pas que vous respirez mieux, c'est juste que vous allez berner ces fameux récepteurs TRPM8. Okay. Et donc il y a des gens, finalement, qui vont avoir des anomalies de fonction de ces récepteurs et qui vont avoir une sensation de nez bouché, alors que, objectivement, on n'a aucun moyen de s'en assurer. Et ça, c'est les gros pièges, parce que s'il dit j'ai le nez bouché, on va enchaîner des opérations qui vont être inutiles. Et en fait, il faut juste se rappeler à quoi ça sert la fonction nasale. En fait, le nez, ça va servir à réchauffer et humidifier l'air qu'on respire. D'accord? Pour que, quelle que soit la température extérieure, il arrive dans le cavum à 34 degrés, avec un bon pourcentage d'humidité pour qu'après, au niveau pulmonaire, on soit content. Donc, l'air, quand il va passer, il va se faire réchauffer, donc il va refroidir la muqueuse nasale. Et c'est cette sensation de refroidissement de la muqueuse nasale qui va dire au cerveau « Ah, je respire ». Et les récepteurs TRPM8 font ça. Donc, en gros, c'est cette perte de chaleur de la muqueuse qui va créer la sensation de bien respirer. Et puis, on a plein de réflexes au niveau nasal, c'est plus complexe que ce qui nous paraît. On a plein d'arcs réflexes. Par exemple, si vous mettez un corps étranger dans la fosse nasale droite, vous allez avoir une congestion bilatérale du fosse nasale parce qu'on a un réflexe bilatéral. Et donc, parfois, un facteur évitatif unilatéral peut être cause d'une obstruction bilatérale, ou en tout cas de symptômes bilatéraux. Donc, ça, c'est très compliqué à modéliser. Et puis, pourquoi est-ce que les gens nous disent j'ai tantôt le nez qui se bouche à droite, tantôt le nez qui se bouche à gauche? Ça, probablement que dans la salle, il y a des gens qui sentent ça, des fois une meilleure respiration à droite, une meilleure respiration à gauche. Ça, c'est le cycle nasal. C'est-à-dire que les cornets inférieurs, qui sont vraiment des organes érectiles, ils vont se congestionner. Quand ils vont se congestionner, ça se fait des veines à l'intérieur, ça va laisser moins de place au passage de l'air, donc l'air va plus se frotter, plus se réchauffer, plus s'humidifier, puis ils vont gonfler pour qu'il n'y ait plus d'air qui passe, pour que la muqueuse nasale se régénère, pour qu'on excrète le mucus, qu'il puisse dégonfler et reprendre cette fonction-là. C'est ça le cycle nasal, qui fait que dans la plupart des gens, toutes les 4 heures, il y a une narine qui respire mieux que l'autre. Ce cycle, s'il est exacerbé, peut devenir pathologique, et donc peut être une cause d'obstruction nasale sur la l'autre. Pour traiter ça, on va juste faire des cautérisations des veines à l'intérieur des cornes inférieures, parce que cette congestion elle est veineuse. Et puis, et là, c'est vraiment, je vous mets ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Il est possible, si on analyse chacun notre flux respiratoire, en fait, c'est aussi précis le flux respiratoire, le pattern respiratoire, que les empreintes digitales pour reconnaître un individu. C'est-à-dire qu'on a tous des façons de respirer différentes, par le nez, par la bouche, en fréquence, en pic d'intensité, etc. Et que, en fait, se rajoute à tous ces obstacles, ces thermorécepteurs, ces barorécepteurs, aussi une énorme variabilité interindividuelle. Et il y a des gens, je ne sais pas si vous en voyez, moi j'en adresse quelques fois au kiné, je suis désolé pour ça, mais il y a des gens qui vont respirer comme ça. Et en faisant ça, en fait, ils vont se créer une valve dynamique et en fait, ils vont se créer une obstruction nasale alors que s'ils respiraient avec un pattern
plus soft, il n'y aurait pas ça. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaie de regarder, Claude, quand tu nous dis mon patient, il a la bouche ouverte. Et dans ces cas-là, la kiné, ça marche pour améliorer la fonction respiratoire. Donc, pour finir sur l'obstruction nasale, le message, c'est que c'est un symptôme qui est subjectif, qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en évidence, et qu'il y a des attentes différentes entre les médecins et les patients là-dessus, qu'il faut nous poser les bonnes indications médicales ou chirurgicales, mais donc pour connaître les non-indications, et toujours se dire attention, attention, peut-être que je suis en train de me faire avoir parce que ce que j'interprète, c'est pas ce que me dit le patient. On a fait le plus gros du morceau. Ok. Deuxième cause d'une respiration buccale, c'est les anomalies de développement facial. Et ça, Claude, tu m'excuseras si je vulgarise parce que c'est moins mon domaine. Mais vous savez que la croissance faciale et crânienne, elle est complexe. Le crâne lui-même, c'est la boîte crânienne. On a à peu près le même volume quand on est nouveau-né et adulte, à peu près à 75% près, mais que la partie inférieure du visage est très peu développée, c'est ça qui va se développer au cours de la croissance, et notamment sous l'impact des mouvements de langue et de la respiration nasale. Pourquoi? Parce que la respiration nasale, elle est physiologique, donc quand je vais respirer par le nez, ça veut dire que ma langue n'est pas en position postérieure. Et donc, elle va pas appuyer sur les dents de devant, grosso modo, c'est ça. Quand tu as une respiration buccale, la langue, elle va s'abaisser, elle va appuyer sur les dents de devant, et donc ça va induire une croissance aberrante au niveau du maxillaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une perturbation de la croissance transversale du maxillaire. La problématique, c'est effectivement la langue ne venant pas s'appuyer toutes les 4 minutes, en gros, de chaque déglutition sur le palais, on va avoir donc un développement plutôt dans le sens sagittal de la cavité buccale plutôt que dans le sens transversal. Et on va avoir donc une modification de croissance due uniquement à la persistance d'une déglutition primaire. Donc, ventilation, si le patient respire par la bouche, la langue reste en bas, on aura une conséquence sur la morphogénèse crânio-faciale. Donc ça c'est effectivement, on va avoir des photos de ça, mais parfois c'est juste un problème d'incompétence labiale qui ne sont pas forcément liées à des développement, mais c'est un petit peu ce qu'on disait, des gens qui ne vont pas pouvoir physiquement, sans effort musculaire, fermer les lèvres, et il faut savoir aussi comment ça charge ça. On en revient à une troisième cause qui est très proche, c'est l'anomalie du positionnement de la langue finalement, avec des freins de langue très courts qui peuvent effectivement rendre difficile la mobilité linguale et de l'amener au palais. Et ça, c'est souvent lié associé à des déglutitions primaires, évidemment, c'est ce que tu nous disais, Claude. Donc, les déglutitions primaires, c'est quand je vais avaler, la langue, elle va pousser sur les dents de devant plutôt que d'être en arrière et d'essayer sur le palais. C'est ça, le patient tête, comme vous voyez sur le petit film que tu es en train de montrer, on voit cet adolescent qui donc, normalement doit avaler sans contact avec les dents antérieures, et là il est en train de téter. En fait, on a l'impression de voir un bébé qui tète. C'est la déglutition primaire, c'est une anomalie à cet âge-là. Oui, on en voit chez l'adulte encore. Ouais. Et donc, quand on a une déglutition primaire persistante, les causes, c'est est-ce que c'est parce que c'est un patient qui respire par la bouche, qu'est-ce qu'il a une obstruction nasale, est-ce qu'il y a des végétations adénoïdiennes, c'est des choses comme ça qu'on va regarder. Parfois, on ne voit pas d'obstacle nasal, c'est aussi des réflexes qui persistent, et donc la kinésithérapie a tout son sens. Et donc, cette anomalie de position linguale, ça va induire des anomalies osseuses, les fameux paléogivales, les changements du bloc incisio-canal-maxillaire supérieur. Donc, ça, c'est vraiment les cas extrêmes, mais on en voit de temps en temps, des patients comme ça qui n'ont jamais respiré par nez, en fait. Voilà, tout à fait. Surtout, là où c'est intéressant, c'est que ça peut s'intercepter chez l'enfant. C'est pas une fatalité. Une anatomie pareille peut être interceptée grâce au rôle de l'ORL, justement pour libérer les voies supérieures, voire rétablir une respiration nasale, et un traitement orthognatique pour récupérer cette croissance perdue, que l'on peut récupérer en 1 an et demi, et retrouver une anatomie tout à fait normale chez l'enfant, et donc
aussi pouvoir intercepter les troubles du sommeil de l'adulte. Parce que le TROS, c'est quand même le lit du SAOS. Exactement. Exactement, donc là, en profil, on voit bien ce qui se passe. Et un palais ogival, c'est ça, c'est un palais qui est extrêmement creusé dans le sens vertical. Dernière chose, et qui est quand même plus rare, et qui, moi, plutôt issu d'expérience de quelques patients, alors je ne sais pas bien décrit dans la littérature, donc peut-être que je fais fausse route, vous me direz. Pour un ORL, c'est dommage, je fais fausse route. On a là, j'ai fait une endoscopie sous sommeil chez une patiente qui était intolérante à la PPC. Donc, on peut faire une endoscopie sous sommeil avec la PPC en place. Il suffit de faire un petit trou dans le masque et de passer le fibroscope. Et donc là, c'est une patiente qui est âgée, qui avait une interface faciale. Et ce qu'on voit, c'est que la langue, elle est complètement hypotonique et elle va vraiment se coller à la paroi pharyngée postérieure, donc sous PPC, puis sur 12 cm de pression, on a ça. Donc forcément, on n'est pas très content parce qu'il y a un index résiduel élevé. Et je me suis aperçu qu'elle gonflait un petit peu la bouche quand même quand je lui ai fait. Donc ce que je lui ai fait, c'est je lui ai juste fermé la bouche. Voilà, comme le patient précédent, sous PPC toujours. Voilà. Et cette dame, en fait, elle respirait comme ça. Et avec la démence, avec la perte de tonus, des fois, certaines personnes âgées ont vraiment cette position-là. Et là, c'est pas l'obstruction nasale, c'est pas l'anomalie du développement facial, c'est des comportements que moi, personnellement, je ne connais pas bien, mais qui existent. Et cette dame, clairement, en fait, on pourrait juste lui faire une mentonnière et se passer de la PPC, ce serait le traitement. On n'est pas osé faire ça, on a fait la PPC, la mentonnière en plus de la PPC, mais je suis convaincu que cette patiente-là n'avait pas besoin de PPC. Donc tout ça pour vous dire, et là c'est la dernière diapo, la respiration buccale, c'est pas toujours associé à une obstruction nasale. Il faut toujours rechercher les anomalies osseuses, des incompétences labiales et linguales. Et que, à contrario, et ça j'en ai moins parlé, mais des fois, nous on voit un nez complètement obstrué et le patient qui dit non, je respire bien, il n'y a aucun problème. Ça, c'est aussi un autre challenge, parce qu'il faut faire accepter au patient qu'il y a besoin d'une prise en charge nasale parfois chirurgicale, alors qu'il n'y a pas de plainte pour améliorer son sommeil. Ça, c'est encore un autre problème. Mais voilà, parfois on a la réflexion inverse. Et dans ces cas-là, quand on a des discordances entre ce qu'on voit et ce que nous dit le patient, on fait des mesures de flux respiratoire qu'on appelle des rhinomanométries. On a une capacité de le faire pour savoir si le patient il est dans les abacs ou s'il est dans un phénomène d'obstruction. Et bien entendu, le nez, c'est pas du tout facteur causal du SAOS, mais ça va être aggravant à chaque fois par l'augmentation de la collapsibilité, par l'ouverture buccale qui va diminuer le calibre du pharynx rétrovaginal. Et pour toutes ces raisons, des fois, ça va suffire à avoir une intolérance de l'orthèse de la PPC. Merci. Je te remercie aussi, Valentin, pour cette présentation très riche. Tu as assez peu évoqué l'enfant maintenant. On a parlé beaucoup de l'adulte, et c'est vrai que nous qui travaillons sur le SAOS, et comme je le disais tout à l'heure, le lit du SAOS se fait dans l'enfance, sûrement, et quand on traite l'enfant, on peut guérir le futur adulte. Et notamment quand tu as parlé des déviations nasales chez l'adulte, et après que tu as montré ces paliers ogivaux chez l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas justement une corrélation au-delà de ce que tu disais chez l'embryon et la mise en place osseuse, de cette, on va dire, interférence dans le développement vertical du palais? Or, la cloison nasale est insérée quand même sur le palais, du nasal antérieur, va entraîner aussi cette déviation qu'on pourrait intercepter si on travaillait chez l'enfant plus tôt. Quelle est ton expérience au niveau pédiatrique, si je veux dire, enfin, sur l'approche de tout ce que tu nous as montré, mais plus chez l'enfant par rapport à un enfant en respiration buccale? Oui, alors je vous livre une réflexion. Personnellement, je ne sais pas les enfants, donc peut-être qu'elles sont un peu faussées, mais j'ai pas l'expérience de la déviation cétale induite par la respiration buccale. Je ne sais pas si ça existe ou si j'ai jamais fait attention, mais pas spécialement le sentiment que les respirateurs buccaux ont plus de déviation cétale. Voilà. Alors, je pense que ça doit dépendre à quel stade on les prend.
Voilà, si tu prends ça me semble, tu sais, c'est toujours ma façon de réfléchir. Non, mais Des choses qui me paraissent logiques et qui ne sont pas étudiées. Moi, je me dis que dans une pièce, si vous faites monter le plancher, que le plafond ne bouge pas, ben, fatalement, votre cloison, si elle est en carton, elle va se déformer. Donc, la respiration buccale chez l'enfant, entraînant, comme on l'a vu sur les diapos, ces paléogivaux, qui vont se développer plutôt dans le sens vertical que transversal, pour moi, on va avoir une incidence sur le développement de la cloison nasale et sur sa forme chez l'adulte. Bien sûr, on pourra regarder ça, effectivement. Mais en tout cas, je ne crois pas que ça ait été bien démontré. Eh oui, mais c'est trop tard, je suis parti du CHU, on ne va pas pouvoir faire une étude là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, madame? Pardon, donc, la cause la plus fréquente de l'obstruction nasale de l'enfant, c'est l'hypertrophie des végétations adénoïdiennes. Ça, c'est assez classique. Ils ont aussi des otites séreuses ou des otites moïniques à répétition. C'est la rhinite allergique. Donc, en fait, il y a moins de challenge diagnostique de l'obstruction nasale de l'enfant que chez l'adulte. Alors, pareil, question que je me suis toujours posée, quand tu vas retrouver les otites séreuses, des problématiques d'otite à répétition chez l'enfant, on peut soupçonner effectivement une mauvaise ouverture de la trompe d'Eustache, une perturbation de synergie vélo-tubaire, et on va retrouver encore une relation avec la déglutition, la position tonique linguale et l'ouverture des trompes d'Eustache. Donc je ne sais pas, on va passer quelqu'un avec entre nous deux. Est-ce que dans la salle il y a des questions, des remarques? Il y a des ORL, je crois. Hein, des ORL, levez la main. Comme vous. Ok. Et votre expérience, vous, au Maroc, parce que bon, nous, on a parlé de ce qu'on a fait ici au CHU de Montpellier, mais qu'en est-il sur ces prises en charge? C'est chiant, c'est tout. C'est par rapport à votre expérience. Rappelez-vous qu'ici, on n'est pas dans une plénière, on est dans un atelier. Et par définition, l'atelier, c'est l'échange. Donc, effectivement, pour nous, on vient de commencer les maladies du sommeil chez nous. Donc, ce qui fait professeur au CHU de Montpellier, on commence à le faire. Et vraiment, on arrive à avoir des résultats extraordinaires. Et on va commencer développer notre compétence. On vous remercie beaucoup. Et alors, je pense que ce qu'a montré le professeur Favier, ce qu'on a essayé de faire ensemble pendant la partie où on a travaillé, et ce qui a été démontré là, c'est la pluridisciplinarité. C'est toujours ce qui revient dans nos discussions, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, on ne peut pas travailler seul. Et tout l'intérêt, c'était d'avoir monté ces hospices de jour où la chirurgie maxillofaciale, tout le monde peut venir, les digestifs, tout ce qu'on veut. Tout le monde a sa pierre à mettre dans ces... Tout d'ailleurs, pas que pour le SAOS ou le TROS, pour toute maladie en médecine, il faut travailler à plusieurs. Donc, est-ce que vous, au Maroc, vous avez cette notion de créer ces filières de prise en charge pluridisciplinaires? Pour l'instant, non. Parce que, effectivement, chacun travaille dans son coin. Nous, ce qu'on fait aussi, alors on est peut-être un peu extrémiste, on a la chance au CHU d'avoir les moyens pour ça, mais en fait, les consultations d'HDJ d'ORL, on les fait à 2 ORL. Parce que même quand on est tout seul, des fois on est dans un tunnel et on a des fois des causes, et donc l'effet qu'il y en a un qui examine, l'autre qui interroge, etc., ça rajoute un peu de richesse. Après, on a fait le luxe, mais ce qu'il faut se dire, c'est que probablement qu'il ne faut pas se fier tout le temps à l'évaluation d'un instant. Il faut aussi revoir les patients avant de prendre une décision, à mon avis. Une autre expérience? Moi, j'ai une question, mais ce n'est pas une expérience. Alors, moi j'ai une question sur les chirurgies vélaires et de l'épiglotte. Je voulais savoir, est-ce que c'est définitif ou est-ce que ça va se affaisser? Sur l'épiglotte, c'est définitif parce qu'en fait, c'est l'effet clapé. Hein, c'est beaucoup clapé et ça se collate plus, c'est définitif. Et c'est pas l'obstacle épiglottique n'est pas en lien avec le poids pour le coup. L'obstacle vélaire, c'est définitif quand ça marche, donc 70-75% d'écart. On a des études sur 5 ans qui montrent qu'on maintient les résultats à condition de ne pas prendre de poids. D'accord. Donc c'est surtout la prise de poids qui favorise l'hypotonie de ces parties-là. En fait, la prise de poids va favoriser un collapsus global circulaire du pharynx. Donc, on peut avoir des échecs tardifs à cause d'une prise de poids. On a des gens qui ont
des voies du palais est très mou et ils ne sont pas du tout en surpoids. Bien sûr, non, c'est ce que je veux dire, c'est que pour toute chirurgie, normalement les résultats sont stables dans le temps et les choses, quand ça a marché, ça va continuer de marcher. Les choses qui vont faire que les gens vont redevenir symptomatiques, s'il y a une pathologie neurologique ou s'il y a une prise de poids, c'est ça que je voulais dire. Mais ça ne va pas changer le résultat localement de ce que l'on a fait. Parce qu'il n'y a pas de rééducation associée aux chirurgies vélaires. Donc je me dis, en fait, si les patients ne rééduquent pas après, derrière leur déglutition, est-ce qu'il y a à terme une chute du tonus? C'est possible, c'est clairement possible. Vraiment, nous, on est convaincus que la kiné, c'est essentiel. Maintenant, le point négatif, c'est que le niveau de preuve, et quand vous faites du sommeil, les gens sont très attachés au niveau de preuve scientifique. Pour l'instant, des kinés, il n'est pas très établi, même si nous, on est convaincus qu'il faut vraiment qu'on arrive à monter des protocoles en disant, voilà, dans quelle condition ça marche avec tel exercice. Ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Ça marche. Et après, j'avais une question sur le problème des valves dynamiques. J'aurais aimé savoir l'origine du problème, parce que souvent, il n'y a pas forcément une déformation osseuse, mais c'est souvent qu'on en trouve et je n'ai pas trouvé l'origine. C'est cartilagineux, en fait, c'est vraiment une faiblesse cartilagineuse sur l'architecture de la pyramide nasale, qui fait qu'on a des angles entre le septum nasal et le cartilage triangulaire qui sont un peu modifiés et des longueurs cartilagineuses qui font que quand on inspire, en fait, on aura plus tendance à collaber. Maintenant, il y a peut-être aussi un peu de problème de musculature aussi sur les muscles paranasaux, mais ça, pour le coup, on n'a jamais prouvé qu'à kiné marcher là-dessus. Non, mais c'était la cause, parce que des fois, on n'a qu'une narine, alors que l'autre fonctionne très bien. Ouais. C'est vraiment la forme des cartilages, à mon avis, mais c'est très, très fin et il n'y a pas beaucoup d'issues là-dessus. D'accord, merci. Bonjour. Moi, c'était pour répondre à ce que disait tout à l'heure Claude Ferré, c'est que je travaille avec des enfants et je trouve qu'on ne les dépiste pas assez. La plupart, quand ils arrivent dans les consultations, ils ont toujours la bouche ouverte, avec tous les problèmes qu'il y a autour de l'orthodontie après en grandissant, mais en tout cas tout petit. Et on se rend compte qu'il y a un fort impact sur les apprentissages scolaires. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas des dépistages dans les écoles, comme on peut le faire pour la surdité ou des choses comme ça. Parce que si on les dépistait tôt, on aurait beaucoup moins de troubles scolaires. Effectivement, si on arrivait à donner l'info aux enseignants qu'il y a des faciès particuliers adénoïdiens, franchement, c'est bien mieux, mais il n'y a rien qui existe à ma connaissance. Et on a peu d'orientation possible, parce que quand on a des tout petits, on les voit des fois vers 3-4 ans, au moment de l'entrée, ne serait-ce qu'en maternelle, on voit déjà qu'ils vont avoir des problèmes, parce qu'ils ont souvent la bouche ouverte, et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc on peut faire du kiné, évidemment, mais des fois, c'est pas suffisant. Non, la végétation, ça marche bien. Ouais. Et l'autre question que j'avais, tout à l'heure, vous parliez des problèmes de cellules sensorielles qu'il y a à l'intérieur du cerveau. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les enfants autistes qui ont des hyposensibilités sur leur difficulté à respirer? Pas à ma connaissance. Je connais pas bien les littératures des enfants autistes, mais j'ai rien vu dessus. D'accord. Merci. La stimulation du 12, alors mon expérience, elle est théorique, hein, je pose le premier est dans 10 jours. Donc, on va peut-être plus l'année prochaine. Non, mais par contre, on a une grosse expérience dans la sélection des patients pour cet examen, et vraiment, il faut que ce soit du dernier recours chez des gens très ciblés, c'est-à-dire des gens qui sont en échec d'orthèse, en échec de PPC, et qui ont un obstacle basilingual isolé. Voilà, c'est ça l'indication. Et en fait, quand on regarde, ça fait très peu de patients. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, par rapport à l'échange qu'on a avec le Maroc, c'est quelle est la situation, justement, de la kiné. Comment vous vous débrouillez, vous, les médecins du sommeil, puisque là, on a discuté de ça, sur ces prises en charge. Est-ce que vous avez des... Alors, on a parlé du pluridisciplinaire, et quelle est la place de la kiné maxillofaciale là-dedans, dans vos expériences? Les médecins du sommeil, là, on ne se rendort pas. Personnellement, je donne des mouvements pour les malades. C'est vous qui vous en occupez. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de cliniques qui sont fermées dans ce domaine-là. Donc, pour renforcer le muscle gyneulos, parce que c'est le muscle qui permet de renforcer la langue, je donne des muscles pour faire des mouvements pour faire ça chez eux à domicile. Vous travaillez où?
C'est à Marrakech. Vous êtes à Marrakech. Oui, en Kivu. Alors effectivement, nous on a une petite activité là-dessus avec les orthophonistes, parce que Amélie, il y a des kinés, il y a le DU, le maxilo ici. Non. Donc il y a deux professions qui s'en occupaient, l'orthophonie et les kinés. Les orthophonistes, il y en a, vous en avez au Maroc, puisque nous on en a vu à Casa. On en a formé 2 à Marrakech. Donc il y a des kinés formés, des kinés. Voilà. Donc vous avez des gens compétents sur Marrakech qui ont été formés que vous pourriez contacter. On fait toujours des formations sur le 3 si on invite les pédiatres et les oreilles et les kinés, les orthophonistes aussi. Donc quand vous avez cette formation, essayez de profiter. Si vous avez des kinés avec qui vous voulez travailler, vous pouvez toujours nous les adresser pour qu'on puisse leur faire la formation. C'est une formation sur 1 jour et demi. La dernière, c'était en décembre. On en fait pratiquement 1 à 2 par an, en dehors du congé, en fonction de la demande. Donc, dès que je passe la parole à Amélie parce qu'elle est dans le cercle de formation. Merci. Donc moi, je suis Amélie, je suis kinésithérapeute maxillofaciale, donc c'est moi qui m'occupe d'une partie de la formation quand on vient ici. Et en fait, donc c'est très bien de donner des exercices aux patients et c'est un très bon début. Mais en fait, nous, on n'est pas prescripteur de médicaments. Donc c'est pas parce qu'on va donner un exercice au patient à faire chez lui que ça va fonctionner. On reprend toutes les fonctions de la langue, du nez, de la déglutition, etc. Et en fait, ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que la personne, donc adulte ou enfant, elle a une dysfonction des muscles et des fonctions. Donc, le but, c'est de trouver le réflexe qui ne fonctionne pas et d'automatiser ce réflexe. Donc, je dis souvent, les personnes qui déglutissent en déglutition primaire, c'est comme s'ils venaient dans votre consultation en 4 pattes. Donc, c'est comme si vous lui disiez, tu fais les 4 pattes, mets-toi debout, fais comme ça et ça marche. Mais non, en fait, un enfant, ça va pas fonctionner. Donc, le but, c'est vraiment de l'accompagner et ça prend du temps. Et vous, les médecins, vous n'avez pas ce temps-là d'expliquer, de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire comme compensation, les accompagner, et c'est un suivi d'un minimum de 3 mois. Donc c'est vrai que si vous pouvez le déléguer à quelqu'un, c'est quand même plus facile, comme ça vous laisse du temps pour le diagnostic et le traitement, et ça prend vraiment du temps. Et c'est en fait une partie, je pense, des échecs. Et justement, ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure, la pluridisciplinarité. Ce qui serait bien, c'est que vous arriviez, et nous, on est prêts à vous aider là-dessus, à faire des équipes où il y a justement un ORL, un enregistreur du sommeil, de la kiné, un orthodontiste qui va faire de l'expansion palatine, puisque vous avez vu, ces palais qui sont développés comme ça, il faut reprendre un palais normal. Donc, il y a toute une technique d'expansion palatine non invasive qui permet la rééducation linguale notamment. Voilà, c'est toutes des équipes formées et au service de l'enfant et aussi de l'adulte. Par exemple, la tolérance. Amélie va faire un atelier cet après-midi sur la tolérance de l'orthèse et de l'importance de la rééducation, de la kiné au facial. Tout ça, ça peut pas se, comme elle dit, les médecins, vous n'avez pas le temps, eux sont spécialisés là-dedans, il faut se mettre en équipe là-dessus. Et donc, comme disait Mohamed, docteur Ibrahimi, c'est qu'on est à votre disposition, si vous voulez qu'on forme des gens, vous nous dites une date, un lieu, si on est libre, on peut vous faire des formations là-dessus, parce que pour moi, il n'y a pas une autre façon de travailler dans le cadre des troubles du sommeil. Et c'est kiné et orthophoniste, pardon. Quand on fait les formations, il y a des orthophonistes, donc c'est pas que les kinés. Oui, moi je voulais ajouter aussi une chose, c'est dans les premières consultations, en France en tout cas, moi je suis psychologue, je travaille sur les troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles déficitaires de l'attention, et on a un impact très fort sur la respiration et les troubles de l'attention et des apprentissages chez les enfants. Et c'est les futurs adultes de demain, et on a une augmentation des troubles de l'attention en France en tout cas, et des apprentissages avec les troubles du comportement. Et quand on arrive à avoir des enfants qui respirent mieux et qui dorment mieux, les parents vont mieux aussi, et c'est des futurs adultes qui vont aller mieux. Donc je trouve que c'est important aussi, on parle beaucoup des professionnels du paramédical, mais les psychologues aussi, il faut les former, comme les enseignants, parce qu'on dépiste très mal ces troubles-là. Et souvent, on a les enfants, nous, en première intention, par le biais des enseignants. Les enseignants nous les envoient, et si on n'est pas formé pour réorienter vers les bons spécialistes médecins, on ne peut pas y arriver. Enfin, il faut vraiment faire
beaucoup d'informations. Donc je ne sais pas comment vous faites au Maroc pour ce genre de difficultés, mais nous en France, on en est encore au début et c'est compliqué de trouver des professionnels vers qui orienter. Parce qu'il y a le cercle de SOS,